Chapitre 2. Morale de la certitude pratique, morale de la foi, morale du doute. 1. Morale de la certitude pratique. La morale de la certitude pratique est celle qui admet que nous sommes en possession d'une loi morale certaine, absolue, apodictique et impérative. Les uns se représentent cette loi comme renfermant une matière, un bien en soi, que nous saisissons par intuition et dont la valeur est supérieure à tout pour notre raison. Les autres, avec Kant, se représentent la loi comme purement formelle et ne renfermant pas elle-même aucune matière, aucun bien en soi, aucune fin déterminée, mais seulement un caractère d'universalité qui permet de distinguer les fins conformes ou non conformes à la loi. Ainsi, selon les intuitionnistes, nous saisissons par une intuition immédiate la valeur et la dignité des actions, des facultés, des vertus, comme la tempérance, la pudeur, etc. Selon les kantiens, au contraire, le caractère moral d'une action n'est prouvé que quand on peut généraliser la maxime de cette action et montrer ainsi sa nature désintéressée. C'est surtout contre la première conception de la certitude morale que vaut le vieil argument sceptique sur les contradictions des jugements moraux, leur relativité, leur incertitude. Cet argument a une influence dissolvante sur la conception de la loi même en tant qu'imposant d'une manière absolue tel ou tel acte, telle ou telle vertu. Il est difficile de rester fidèle aux rites d'une religion absolutiste quand ces rites commencent à vous apparaître comme souverainement indifférents et quand vous ne croyez plus au Dieu particulier qu'elle adore. Le problème posé par Darwin sur la variabilité du devoir ne laisse donc pas que d'être inquiétant pour quiconque admet un bien absolu, impératif, certain, universel. La formule du devoir changerait-elle du tout au tout pour nous si nous étions les descendants des abeilles? L'exemple des abeilles est emprunté à Darwin. The Descent of Man, traduit par Barbier et publié chez Reinwald à Paris en 1873. La descendance de l'homme. Si les hommes étaient des abeilles, leur morale autoriserait les femelles non mariées à tuer leurs frères ou les mères à chercher à détruire leurs filles fécondes. Dans un article célèbre, Sidgwick oppose Darwin à l'hypothèse que le développement de l'intelligence aurait transformé en problème à résoudre la question de la population. Il y a dans toute société des travaux de diverses sortes et qui supposent en général une division de la tâche commune, des corps de métier. Or, d'un corps de métier à l'autre, les devoirs peuvent fort bien changer et devenir aussi étranges que le serait la morale d'homme à veille. Il existe même dans notre société présente des neutres comme dans celle des abeilles et des fourmis. Tels sont les moines dont la morale n'était pas au Moyen-Âge et n'est peut-être pas encore de tout point conforme à celle du reste de la société. Sous Charles VII, on fit un acte qui est le pendant de l'extermination des mâles après la fécondation. On extermina des compagnies mercenaires qui étaient devenues inutiles, on croyait bien faire. Il pourrait exister dans la planète Mars des corps de métier tout différents des nôtres, qui auraient des devoirs réciproques très contraires aux nôtres, mais s'imposant par une obligation aussi catégorique de forme. Sur notre terre même, nous voyons parfois se produire un renversement dans la direction de la conscience. Il y a des cas où l'individu éprouve un sentiment d'obligation à rebours, d'obligation à ce qu'on regarde d'habitude comme des actes immoraux. Citons encore une multitude d'exemples très rapportés par Darwin sur la conception de certains devoirs en Australie. Les Australiens attribuent la mort des leurs à un maléfice jeté par quelques tribus voisines. Aussi considèrent-ils comme une obligation sacrée de venger la mort de tout parent en allant tuer un membre des tribus voisines. Le docteur Lodore, un magistrat dans l'Australie occidentale, raconte qu'un indigène employé dans sa ferme perdit une de ses femmes à la suite d'une maladie. Il annonça au docteur son intention de partir en voyage afin de tuer une femme dans une tribu éloignée. Je lui ai répondu que s'il commettait cet acte, je le mettrais en prison toute sa vie. Il ne partit donc pas et resta dans la ferme. Mais de mois en mois, il dépérissait. Le remords le rongeait. Il ne pouvait manger ni dormir. L'esprit de sa femme le hantait, lui reprochait sa négligence. Un jour, il disparut.
Au bout d'une année, il revint en parfaite santé, il avait rempli son devoir. On voit donc s'étendre jusqu'à des actes mauvais ou simplement instinctifs un sentiment qui est plus ou moins l'analogue de l'obligation morale. Les voleurs et les meurtriers peuvent avoir le sentiment du devoir professionnel. Les animaux peuvent l'éprouver vaguement. Le sentiment qu'on doit faire une chose pénètre dans toute la création, aussi loin que pénètre la conscience et le mouvement volontaire. On sait ce qui arriva à de Musset dans sa jeunesse. On raconte le même trait de Mérimée. Un jour qu'après avoir été fortement grondé pour une peccadille enfantine, il s'en allait en larmes, tout contrit. Il entendit ses parents qui disaient, la porte fermée, le pauvre garçon, il se croit bien criminel. La pensée que sa faute n'avait rien de sérieux et que son remords à lui était de l'enfantillage le blessa au vif. Ce petit fait se grava dans sa mémoire pour n'en plus sortir. La même chose arrive aujourd'hui à l'humanité. Si elle en vient à imaginer que son idéal moral est un idéal d'enfant, variable selon le caprice et les coutumes, que la fin et la matière d'une foule de devoirs sont puériles, superstitieuses, elle sera portée à sourire d'elle-même, à ne plus apporter dans l'action ce sérieux sans lequel disparaît le devoir absolu. C'est une des raisons pour lesquelles le sentiment d'obligation perd de nos jours son caractère sacré. Nous le voyons s'appliquer à trop d'objets, parler à trop d'êtres indignes, peut-être aux animaux eux-mêmes. Cette variabilité des objets du devoir prouve l'erreur de toute morale intuitionniste qui se prétend en possession absolue d'une matière immuable du bien. On peut considérer cette morale qui fut adoptée autrefois par Cousin, les Écossais et les éclectiques comme insoutenable dans l'état actuel de la science. Victor Cousin. Reste la morale formelle et subjective des kantiens, qui n'admet d'absolu que l'impératif et regarde comme secondaire l'idée qu'on se fait de son objet et de son application. Contre une morale de ce genre, toute objection tirée des faits semble perdre sa valeur. Ne peut-on pas toujours y répondre en distinguant l'intention de l'acte? Si l'acte est pratiquement nuisible, l'intention a pu être moralement désintéressée, et c'est tout ce que demande la morale de Kant. Seulement, un nouveau problème se pose. À l'intention bonne s'attache-t-il un sentiment d'obligation vraiment suprasensible et supra-intellectuel, comme le veut Kant? Le sentiment d'obligation, si on le considère exclusivement au point de vue de la dynamique mentale, se ramène au sentiment d'une résistance que l'être éprouve toutes les fois qu'il veut prendre telle ou telle direction. Cette résistance, qui est de nature sensible, ne peut provenir de notre rapport à une loi morale qui, par hypothèse, serait tout intelligible et intemporelle. Elle provient de notre rapport aux lois naturelles et empiriques. Le sentiment d'obligation n'est donc pas proprement moral, il est sensible. Kant lui-même est bien obligé de convenir que le sentiment moral est comme tout autre pathologique. Seulement il croit que ce sentiment est excité par la seule forme de la loi morale, abstraction faite de sa matière. De là résulte à ses yeux ce mystère qu'il avoue. Une loi intelligible et suprasensible qui produit cependant un sentiment pathologique et naturel, le respect. Il est absolument impossible de comprendre a priori comment une pure idée qui ne contient elle-même rien de sensible produit un sentiment de plaisir ou de peine. Il nous est absolument impossible, à nous autres hommes, d'expliquer pourquoi et comment l'universalité d'une maxime comme telle, par conséquent la moralité, nous intéresse. Il y aurait donc bien ici mystère. La projection de la moralité dans le domaine de la sensibilité sous forme de sentiment moral serait sans pourquoi possible, et Kant affirme cependant qu'elle est évidente a priori. Nous sommes forcés, dit-il, de nous contenter de pouvoir encore si bien voir a priori que ce sentiment, produit par une pure idée, est inséparablement lié à la représentation de la loi morale, en tout être raisonnable fini. La vérité, croyons-nous, est que nous n'apercevons réellement point a priori de raison pour joindre un plaisir ou une peine sensible à une loi, qui par hypothèse serait suprasensible et hétérogène à la nature. Le sentiment moral ne peut s'expliquer rationnellement et a priori. Il est d'ailleurs impossible de prendre sur le fait dans la conscience humaine le respect pour une pure forme. D'abord, un devoir indéterminé et purement formel n'existe pas. Nous ne pouvons évidemment voir apparaître le sentiment de l'obligation que quand il y a une matière donnée au devoir, et les kantiens eux-mêmes sont forcés de le reconnaître. Le devoir n'est donc jamais saisi dans la conscience que comme s'appliquant à un contenu dont on ne peut le détacher. Il n'y a pas de devoir indépendamment de la représentation de l'action. Bien plus, il n'y a pas de devoir sinon envers quelqu'un.
Les théologiens n'avaient qu'à moitié tort de représenter le devoir comme s'adressant à la volonté divine. Au moins on sentait quelqu'un par derrière. Maintenant, dans cette synthèse réellement indissoluble de la matière et de la forme, le sentiment d'obligation ne s'attache-t-il cependant qu'à la forme? Nous croyons d'après l'expérience que le sentiment d'obligation n'est pas lié à la représentation de la loi comme loi formelle, mais de la loi en raison de sa matière sensible et de sa fin. La loi comme loi n'a de saisissable à la pensée que son universalité. Mais à ce précepte, agis de telle sorte que ta maxime puisse devenir une loi universelle, première formule de l'impératif catégorique, ne s'attachera aucun sentiment d'obligation tant qu'il ne sera pas question de la vie sociale et des penchants profonds qu'elle réveille sur nous, tant que nous ne concevons pas l'universalité de quelque chose, de quelque fin, de quelque bien qui soit l'objet d'un sentiment. L'universel pour l'universel ne peut produire qu'une satisfaction logique, qui elle-même est encore une satisfaction de l'instinct logique chez l'homme. Et cet instinct logique est une tendance naturelle, une expression de la vie sous son mode supérieur, qui est l'intelligence, amie de l'ordre, de la symétrie, de la similitude, de l'unité dans la variété, de la loi, conséquemment de l'universalité. Dira-t-on que la forme universelle a elle-même pour dernier contenu la volonté, le vouloir pur? La réduction du devoir à une volonté de la loi qui serait encore elle-même une volonté purement formelle, loin de fonder la moralité, nous semble produire un effet dissolvant sur cette volonté même. On ne peut vouloir une action en vue d'une loi, quand on ne fonde pas cette loi sur la valeur pratique et logique de l'action même. L'antique doctrine d'Aristote, il s'agit d'Aristote de Chios, 350-250 avant Jésus-Christ environ, dont la doctrine morale, inspirée en partie du stoïcisme, en partie du scepticisme et du cynisme, repose sur le principe dit d'adiaphorie, indifférence, ne reconnaissant qu'une seule vertu, la science des choses bonnes et des choses mauvaises. En rejetant la parénétique, les conseils et prescriptions morales, la science transformant par elle-même l'âme. Par exemple, n'admettez aucune différence de valeur, aucun degré entre les choses. Mais un être humain ne se résignera jamais à poursuivre un but en se disant que ce but est au fond indifférent et que sa volonté seule de le poursuivre a une valeur morale. Cette volonté s'affaissera aussitôt et l'indifférence passera des objets à elle-même. L'homme a toujours besoin de croire qu'il y a quelque chose de bon, non pas seulement dans l'intention, mais aussi dans l'action. Ces choses démoralisantes que la conception d'une moralité exclusivement formelle, détachée de tout. C'est l'analogue de ce travail qu'on fait accomplir aux prisonniers dans les prisons anglaises et qui est sans but, tourner une manivelle pour la tourner. On ne s'y résigne pas, il faut que l'intelligence approuve l'impératif et qu'un sentiment s'attache à son objet.